Nous sommes très heureux de vous saluer, de vous accueillir au Kremlin. Vous, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, je considère comme symbolique que notre rencontre ait lieu précisément le 7 février. Cette journée ici, et heure de Moscou, se termine. Mais c'est quand même justement il y a 30 ans que le document fondamental d'établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays a été signé. C'est un document très important qui a lancé le fondement des relations de partenariat et de respect mutuel, de coopération entre nos pays. Et aujourd'hui, nos discussions avec M. Macron, conformément à la tradition, ont été très détaillées et utiles. Nous comprenons évidemment que M. le Président est venu en Russie d'abord pour parler de la thématique d'actualité de la sécurité européenne et mondiale. Et nos pays, comme membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ont une responsabilité spéciale à cet égard. D'autre part, la France assure actuellement la présidence du Conseil européen et au cours de nos discussions, nous avons procédé à un échange de vues sur les propositions russes adressées à la Russie et à l'OTAN visant à donner des garanties juridiquement contraignantes en matière de sécurité, dans lesquels il y a 3 points importants: la non-extension de l'OTAN à l'Est, l'arrêt du déploiement d'armes à portée intermédiaire et le retour à l'état de 1997, qui était donc l'année lors de laquelle a été signé l'acte fondamental de nos accords. Et tout cela, les souhaits russes n'ont pas été respectés, n'ont pas été satisfaits dans la réponse donnée le 26 janvier par nos partenaires occidentaux, qui se référait au fait que chaque pays a le droit de choisir librement ses alliances militaires pour assurer sa sécurité. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais contesté ce droit, ce principe. Mais il n'y a pas non plus d'obligation d'accepter tous les pays dans l'Alliance. Donc, c'est la politique de la porte ouverte. Nous avons parlé de cela avec beaucoup de partenaires et aujourd'hui avec Monsieur le Président. Donc, la politique de porte ouverte est suffisamment libre. Et je pense que l'interprétation qui en est faite par les États-Unis et par d'autres pays peut être diverse en matière du caractère indivisible de la sécurité. Donc, encore une fois, ce principe qui est important pour nous, c'est que chaque pays peut assurer sa sécurité à condition de ne pas menacer celle d'autres pays. Donc cette politique de la porte ouverte, comme je l'ai dit, et je l'ai rappelé plusieurs fois, et dans cette salle récemment, notamment lors de ma rencontre avec la presse, lors de la visite du Premier ministre hongrois Viktor Orban, et l'acte fondateur signant 49 de l'OTAN dit justement, l'article 10 dit qu'on peut inviter d'autres pays européens de l'Alliance, et ce sont des pays qui peuvent apporter une contribution à la sécurité européenne. Oui. Mais cela ne signifie pas que, comme je l'ai dit, l'Alliance est obligée d'accepter d'autres membres. Enfin bon, je voulais noter aussi que la Russie veut toujours voudrait justement continuer à considérer que c'est une alliance défensive. Dans quelle mesure cela correspond à la réalité? Notre expérience et l'expérience de beaucoup d'États montrent que, par exemple, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan et les autres grosses opérations qui ont été faites à Belgrade sans sanction du Conseil de sécurité de l'ONU, tout cela, ce sont des opérations qui ne font pas partie de ce que peut apporter une organisation pacifique. D'autre part, nous ne pouvons pas passer outre la définition stratégique donnée par l'OTAN en 2019, dans laquelle l'OTAN est désignée comme menace et comme adversaire. Et dans cette infrastructure militaire,
qui se rapproche de nos frontières, elle considère qu'elle a le droit de nous donner des leçons, de nous dire où placer nos troupes, où faire des manœuvres, etc. Et encore une fois, je dis que aujourd'hui, il y a cette présence qui est considérée aujourd'hui comme une menace pour l'Ukraine, mais il y a d'autres pays, les pays baltes, d'autres pays voisins. Sur quelle base ils abritent des troupes de l'OTAN, je ne sais pas. C'est pas mais enfin, tout cela fait que ça a une politique assez étrange vis-à-vis de la Russie, et les pays continuent, les autres pays occidentaux continuent à augmenter la puissance militaire de l'Ukraine, à participer à sa formation, à sa modernisation, et en envoyant des instructeurs, des spécialistes. Nous en avons parlé, tout cela évidemment avec Monsieur le Président pendant plusieurs heures, pendant presque 6 heures en fait, et bien évidemment, j'ai attiré l'attention de Monsieur le Président sur la réticence des autorités de Kiev de respecter leurs obligations des accords de Minsk, et notamment qui avaient été confirmés à Paris et à Berlin. Aujourd'hui, c'est clair que les autorités de Kiev cherchent aujourd'hui à saboter ces accords de Minsk sur des questions importantes comme la réforme constitutionnelle, l'amnistie, le statut particulier de Donbass, et la législation ukrainienne n'a pas encore officialisé la formule dite Steinmeier, qui faisait que les accords de Minsk proposaient, donc un certain nombre de concessions étaient proposées. Et le président allemand actuel, qui était donc le ministre des Affaires étrangères à l'époque, ces propositions n'ont pas été respectées. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de dialogue direct avec les autorités de Donetsk et Lugansk. Nous avons attiré l'attention du président sur les infractions aux droits de l'homme en Ukraine, l'élimination d'opposants, les restrictions à la presse. D'ailleurs, quand Poroshenko était encore président ukrainien, je lui avais dit que si il a des problèmes à l'avenir, la Russie est prête à lui accorder l'asile politique. Il y avait eu beaucoup d'ironie autour de cette question à l'époque, mais aujourd'hui, je voudrais confirmer ma proposition, parce que malgré nos divergences importantes sur le règlement dans le Donbass, parce que je considère qu'il a fait beaucoup de fautes, d'erreurs sur ce plan, mais en tout cas, les poursuites dont il fait l'objet en tant que traître national me paraît un petit peu exagéré, et en tout cas, je suis prêt à accorder l'asile politique à M. Poroshenko en Russie. Mais en tout cas, on voit que sur le plan législatif, aujourd'hui en Ukraine, des obstructions sont imposées à l'égard de la population russophone, et l'usage de la langue maternelle est un peu bizarre aujourd'hui. Cela ne correspond pas vraiment à une position correspondant à l'esprit des pays européens. Donc les questions de garantie sur la sécurité en Europe et le règlement ukrainien, le président l'a dit aujourd'hui, a l'intention de discuter de tout cela lors de sa rencontre demain avec les autorités ukrainiennes. Nous avons abordé d'autres problèmes internationaux et régionaux, la question autour du Nagorno-Karabakh, le rôle positif des soldats de la paix russes au Karabakh, qui permettent de rétablir les modalités habituelles de vie normale sur place. Et il y a le groupe de Minsk de l'OSCE aussi, et dans la résolution des problèmes économiques, humanitaires sur place. Monsieur le Président a rendu compte un petit peu de ses entretiens avec Monsieur Michel, et les questions avec le Premier ministre arménien et le président azerbaïdjan. Nous avons parlé de la question de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et qui a été validé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes solidaires sur le fait qu'il faut poursuivre les efforts diplomatiques et
coopérer sur la base de solutions de compromis, et cela c'est parce que c'est un document qui est important. Nous sommes bien d'accord sur le fait que là, nos positions sont tout à fait proches et comme disent les diplomates, elles coïncident. Nous avons aussi attiré notre attention sur les questions de coopération bilatérale, notamment sur le plan économique. Et nous avons noté que malgré la difficulté de la situation liée à la pandémie de coronavirus, et sur les 11 premiers mois de l'an dernier, le volume de nos échanges a augmenté de 71% et les investissements français en Russie sont de 23 milliards de dollars et cela représente plus de 600 entreprises en Russie. Et dans l'ensemble, nous voulons poursuivre cette coopération tout à fait bénéfique entre nos deux pays et dans tous les domaines, y compris sur le plan universitaire, intellectuel et culturel. Et pour finir, je tiens à remercier le président pour les efforts que la France entreprend, dirigés par lui, pour résoudre cette crise difficile dans nos relations avec l'OTAN d'une manière générale, sur les questions de garantie de sécurité sur le continent européen, pour assurer la stabilité et la confiance mutuelle et aussi trouver une solution pour résoudre la crise qui se déroule dans l'Est ukrainien. Et donc, il y a un certain nombre de problèmes pour chaque chef d'État, notamment pour un grand pays européen. Mais Monsieur le Président a considéré qu'il était important de venir ici en Russie pour échanger sur la façon de traiter ces problèmes. Il a proposé un certain nombre de solutions. Il est peut-être encore trop tôt pour en parler. En tout cas, cela me paraît qu'il y a des opportunités pour entreprendre des mesures en commun. On va voir comment va se passer la rencontre avec le président ukrainien, mais nous sommes mis d'accord sur le fait qu'après sa visite en Ukraine, le président me tiendra au courant de ces discussions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Vladimir, merci pour votre accueil dans un moment difficile à la fois par les contraintes sanitaires et les tensions qui sont à l'œuvre sur le continent européen. Et en ce jour, en effet, qui marque le 30e anniversaire de nos relations, la reprise de nos relations diplomatiques et de cet accord bilatéral que vous avez évoqué. Et je ne reviendrai pas sur ce que vous avez évoqué sur les relations bilatérales entre nos deux pays, parce que nous sommes aujourd'hui conscients de la gravité, l'un et l'autre, de la situation et de la nécessité impérative, dans l'intérêt de tous, de trouver le chemin de la préservation de la paix et de la stabilité en Europe. Et je crois profondément qu'il est encore temps. Le dialogue, à la fois historique et stratégique, que nous avons construit ensemble au cours des dernières années, peut y aider. Et c'est dans ce contexte que nous avons décidé, en effet, de nous rencontrer aujourd'hui à Moscou. Nous avons eu un échange nourri, substantiel, concentré sur les tensions actuelles et les voies de désescalade comme les garanties de nature à préserver la sécurité et la stabilité sur notre continent. Monsieur le Président, vous venez de rappeler ici quelle était la vision de la Russie. Qu'il s'agisse de l'Alliance Atlantique, des intérêts de sécurité qui sont les vôtres ou de la question ukrainienne. Je crois que chacun aura vu que vous avez une vision forte qui parfois n'est pas la même que celle des Européens ou des Occidentaux. Le point n'est besoin ici de le souligner, et qui marque très clairement des différences de vue qu'il faut assumer et que nous avons d'ailleurs regardé l'un et l'autre. Moi, je crois dans l'Europe et l'unité de l'Europe. Je pense que c'est un élément fondateur et fondamental. Et en effet, la politique de porte ouverte de l'OTAN a été actée en ce qu'elle est aussi essentielle, existentielle pour des pays comme la Suède ou la Finlande. Et il serait surprenant d'ailleurs de leur dire soudainement que l'OTAN change de ligne. Par contre, nous devons considérer ce que vous avez exprimé avec vos mots, qui sont les incompréhensions successives, les traumatismes à coup sûr, qui se sont construits durant les 3 dernières décennies, et la nécessité de bâtir les termes nouveaux qui permettront seuls la sécurité et la stabilité dans la région. Mais je ne pense pas que bâtir ces termes nouveaux passe par la révision partielle des 30 dernières années d'accords,
ni de nos principes fondamentaux, ni en limitant le droit de certains Européens qui ne sont pas partie prenante des désaccords actuels. Et je pense que c'est un élément très important. Une fois cela étant posé, nous avons essayé de bâtir des éléments de convergence pour agir utilement dans les prochaines semaines. Le premier élément, c'est la nécessité de travailler très rapidement pour éviter toute escalade. L'accumulation des tensions en cours emporte un risque de dégradation brutale de l'équilibre et de la stabilité du continent. Et elle ne serait dans l'intérêt de personne, car ni la Russie ni les Européens n'ont intérêt au désordre et à l'instabilité dans une période où les peuples du continent, éprouvés sur le plan sanitaire, mais aussi économique ou sociaux, aspirent avant tout à la tranquillité et à l'apaisement. Il relève donc de notre responsabilité partagée de nous entendre sur des mesures concrètes pour stabiliser la situation et envisager une désescalade. Nous les avons évoquées ensemble. Elles devront être confirmées dans les prochains jours et prochaines semaines. Elles dépendent des consultations qui sont en cours, des échanges avec les États-Unis, l'OTAN, des concertations avec les Européens, des échanges que j'aurai aussi demain avec le président Zelensky. Je veux ici dire que le président Poutine m'a en tout cas assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et sa volonté de maintenir ses équilibres d'initiative, et en particulier en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les prochains jours seront déterminants et nécessitent évidemment des discussions nourries que nous allons poursuivre ensemble. Mais ça implique, et je crois que c'était très clair dans le propos que vient de tenir le président Poutine et l'échange que nous avons eu, une désescalade sûre et durable nécessite d'avancer sur les questions de fond. C'est le deuxième grand type de sujet sur lequel nous avons longuement discuté, qui est la volonté de travailler ensemble sur les garanties de sécurité qui nous permettront de construire un nouvel ordre de sécurité et de stabilité en Europe. Cet ordre dispose tout d'abord d'un socle que nous avons bâti et acté ensemble en tant qu'État souverain, conformément aussi au principe de continuité de la vie des États. Je parle là de la Russie et de la France, mais de tous les autres États qui sont partie prenante à ces traités. Ce socle, ce sont les principes fondateurs de la sécurité européenne, auxquels nous avons collectivement souscrit dans la Charte de Paris, puis réaffirmés dans les déclarations subséquentes de l'OSCE. Ces droits qui découlent de la souveraineté ont été, forcé de le constater, violés ou battus en brèche sur notre continent. Je pense par exemple au respect de l'intégrité territoriale des États, au non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'inviolabilité des frontières, à la non-intervention dans les affaires intérieures ou à l'exécution de bonne foi des obligations du droit international, comme au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quelle que soit la lecture historique que nous faisons des crises, des déséquilibres qui ont bousculé ces dernières années, la sécurité de notre continent, dont nous avons là aussi longuement parlé, pour être maintenue, a besoin que nous ne reproduisions pas ici les erreurs du passé. Et donc, nous avons passé plusieurs heures à échanger aujourd'hui, mais c'est aussi le fil d'un échange et de discussions reprises et commencé il y a plusieurs années. Je mesure les malentendus qui se sont installés, les traumatismes qui font partie aussi de l'histoire des peuples. Je ne mésestime pas non plus les morsures du passé et les traumatismes qui existent chez plusieurs membres de l'Union européenne qui ont vécu un XXe siècle différent de celui de la France. Et je crois que nous ne pouvons pas construire ni notre présent ni notre avenir en faisant fi de cela. Ça n'a pas disparu durant ces 30 dernières années. Mais nous ne pouvons pas courir le risque collectivement de voir revenir en Europe le spectre de la confrontation, des sphères d'influence, de l'instabilité et du désordre. Cela créerait d'autres fractures, d'autres rancœurs, d'autres menaces. Il est toujours simple de commencer un conflit, beaucoup moins de savoir le terminer et de bâtir une paix durable. C'est pourquoi je ne crois pas que nous soyons condamnés à choisir entre de nouvelles règles ou l'absence de règles. C'est ce qui relève chez moi de l'optimisme de la volonté. Parce que je sais l'attachement de la Russie à la souveraineté et au droit qu'elle emporte, j'ai la conviction que nous pourrons construire la sécurité et la stabilité en Europe en réaffirmant et en respectant l'acquis de l'OSCE que nous avons construit ensemble. Mais aussi en bâtissant des solutions nouvelles, peut-être plus innovantes, sur justement notre capacité
à apporter des garanties concrètes de sécurité. Nous l'avons évoqué de manière très directe, en respectant les intérêts, les éléments de sécurité et de stabilité pour tous nos frères européens, mais en respectant les demandes et les garanties qui sont posées par notre voisin et ami russe. J'ai dit au président Poutine ma préoccupation à cet égard sur le projet de nouvelle constitution de la Biélorussie, qui propose de supprimer 2 notions fondamentales de son statut depuis 1994 et l'appel du 27 décembre dernier du président Loukachenko sur les armes nucléaires. J'ai à cet égard, je dois le dire, été rassuré par le président Poutine. Tout cela est un point de préoccupation car il vient accroître les déstabilisations. Et donc bâtir ensemble, dans le respect de nos fondamentaux, des garanties concrètes de sécurité pour les États membres de l'Union européenne, pour les États de la région, l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie, et pour la Russie, c'est exactement l'ambition que nous devons poursuivre. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Vous avez vous-même commencé des discussions avec l'OTAN, les États-Unis d'Amérique. Il nous appartient dans les prochains jours et les prochaines semaines de poursuivre ces discussions concrètes pour bâtir précisément ces nouvelles garanties de paix et de sécurité. À cet égard, les demandes de garantie formulées de longue date par la Russie sur la limitation des déploiements militaires, la transparence des activités militaires conventionnelles en Europe, la transparence sur la défense antimissile et le régime de contrôle et de limitation post-FNI sur les missiles de courte portée et intermédiaire sont autant de demandes de la Russie qui correspondent exactement aux demandes formulées par les États européens. Je ne doute pas que nous serons en capacité d'apporter une réponse collective, nous tous Européens, mais aussi alliés et Américains. Nous avons très récemment démontré notre capacité à travailler ensemble, en particulier au sein du P5, qui réunit les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, je pense, comme d'ailleurs nous l'avions évoqué l'un et l'autre, que ce format serait aussi de nature à nous permettre d'avancer sur ces sujets et de pouvoir, en particulier sur les questions de maintien de la paix et de sécurité, là aussi bâtir des solutions communes. Le troisième sujet sur lequel nous avons acté des éléments de convergence et d'exigence, même si j'ai noté que dans son propos, le président est surtout revenu sur les éléments de préoccupation, et le règlement du conflit russo-ukrainien. Je me rendrai demain à Kiev pour rencontrer le président Zelensky. Et nous sommes évidemment en parfaite coordination sur ce point avec le chancelier Olaf Scholz, avec lequel je me suis étroitement coordonné il y a quelques jours et que je retrouverai demain en fin d'après-midi à Berlin. Nous poursuivons nos efforts au sein du format Normandie en vue de la pleine mise en œuvre des accords de Minsk et d'une résolution durable du conflit dans le Donbass. La dernière réunion des conseillers du format Normandie a permis d'acter le soutien inconditionnel de l'ensemble des parties prenantes au respect du cessez-le-feu, ce qui est une avancée réelle. Et nous souhaitons bâtir sur cette dynamique afin d'avancer de manière très concrète et de continuer la mise en œuvre de ces accords strictement et en totalité. Et nous sommes revenus sur plusieurs points techniques durant la discussion. Je veux ici saluer les efforts faits par le président Zelensky, en particulier les engagements clairs qu'il a pris dans ce format et vis-à-vis de nous tous, de retirer les lois qui n'étaient pas conformes justement aux accords de Minsk, puisque les lois évoquées par le président Poutine ont bien été retirées à l'initiative du président Zelensky, de la même manière que le président Poutine a pu m'apporter pleine clarification sur les rumeurs qui courent de lois qui seraient ici déposées, qui ne seraient pas non plus conformes à ces accords. Il n'en serait pas du tout question non plus. Sur la base de cette situation clarifiée, nous devons continuer à avancer, nous réengager. C'est essentiel pour la paix et la stabilité en Europe, car ce conflit est au cœur des tensions que nous vivons aujourd'hui et il est nécessaire de parvenir à un règlement qui permettrait que la Russie et l'Union européenne puissent réengager fortement leurs relations. Nous avons aussi évoqué plusieurs autres sujets. Enfin, la question évidemment conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan
Et je veux ici me féliciter de la libération de 8 prisonniers qui est effective depuis ce matin. Le transfert s'est fait dans un avion mis à disposition par notre centre de crise et qui fait suite en effet à la visioconférence que nous avons tenue avec le Premier ministre Pachinian et le président Aliyev vendredi dernier. Et le président Aliyev a donc tenu l'engagement pris à notre égard sur le sujet des prisonniers, des disparus, de la frontière, des infrastructures de connexion, comme des éléments futurs de stabilité. Nous avons échangé de manière très directe. Je crois pouvoir dire d'ailleurs que nous avons une communauté de vues, Président, sur ce sujet. Et je veux ici saluer en effet le rôle que vos troupes ont pu avoir à la frontière dans un temps qui est extrêmement difficile. Et comme vous, soulignez l'importance en effet du comité de Minsk dans le cadre justement des accords qui sont aujourd'hui les nôtres et donc du rôle tout particulier que la Russie et la France jouent à cet égard. Nous avons également évoqué la question iranienne, suite aux initiatives prises récemment par les États-Unis d'Amérique et les Européens, et là aussi une vraie convergence de vues sur ce sujet. Voilà, je ne serai pas plus long, je veux simplement dire que dans le moment extrêmement grave que nous vivons pour notre sécurité collective et la paix en Europe, nous avons pu mesurer les éléments aujourd'hui d'interprétations différentes ou de désaccords relatifs, mais également les éléments de convergence. Notre devoir est de travailler ensemble pour avancer. Je crois pouvoir dire que nous sommes l'un et l'autre convaincus qu'il n'y a aucune solution raisonnable et durable qui ne passe par le truchement des voies diplomatiques et politiques. Les prochains jours et les prochaines semaines seront donc marqués par des contacts que nous allons intensifier avec évidemment l'ensemble de nos partenaires européens, avec nos alliés, avec également l'Ukraine et les autres pays de la région. Nous aurons l'occasion, dès d'ailleurs les prochains jours, de rééchanger ensemble par voie téléphonique. Et sur le sujet de l'Ukraine comme de notre sécurité collective, notre volonté est de bâtir le cadre de confiance qui nous permettra d'avancer. Avec une même volonté, préserver la stabilité, la paix et réenclencher des mécanismes de confiance pour notre Europe. C'est notre responsabilité collective et je veux ici dire l'engagement plein et entier de la France en la matière. Je vous remercie, Président, pour votre accueil aujourd'hui. Спасибо огромное. Коллеги, мы начинаем пресс-конференцию двух президентов. Российские и французские журналисты смогут задать по 2 вопроса. Deux questions pour chaque partie. Donc la première question pour les Français. Bonsoir, Messieurs les Présidents. Une question pour chacun d'entre vous. Monsieur le Président Macron, vous multipliez depuis bientôt 5 ans les gestes à l'égard de la Russie avec des résultats assez décevants, comme en témoigne la crise qui vous amène ici, mais également la présence au Mali de mercenaires russes qui attisent un sentiment anti-français au point de remettre en cause notre présence là-bas. Votre action, Monsieur le Président, a-t-elle encore un sens, un effet, et si oui, lequel? Une question ensuite pour Monsieur le Président Poutine, une question simple que tout le monde se pose. Monsieur le Président Poutine, comptez-vous envahir l'Ukraine et si oui, sous quelle forme? Et sur le Mali, pouvez-vous vous assurer, les yeux dans les yeux, face au Président Emmanuel Macron, que votre gouvernement n'a rien à voir avec les mercenaires sur place? Merci pour vos réponses. Premièrement, en ce qui concerne le Mali, le président m'a posé plusieurs fois la question, nous en avons parlé en détail, et Monsieur le Président connaît notre position. Le gouvernement russe n'a rien à voir avec ces entreprises privées qui travaillent au Mali. Autant que je sache, le gouvernement du Mali n'a fait aucune remarque sur la présence de ces compagnies privées. Donc là, il faut s'en tenir à la logique générale qui s'applique aussi à l'OTAN et aux membres de l'organisation. Si le Mali a fait le choix de travailler avec ces compagnies, c'est son choix. Mais je tiens à souligner, et j'ajouterai aussi quelque chose à Monsieur le Président, après la conférence de presse, l'État russe n'a rien à voir avec cela.
Il y a des intérêts commerciaux. Nos compagnies privées s'entendent avec le gouvernement. Nous suivrons cela de façon plus attentive, mais nous n'avons pas de lien avec ça. Deuxième point, à propos de la situation en Ukraine et à propos aussi de ce dont nous avons parlé, de notre préoccupation. Je l'ai dit ici même, au même endroit, il y a quelques jours, lors de la conférence de presse que j'ai donnée après mon dialogue avec le Premier ministre hongrois. Encore une fois, je veux répéter cette logique. Nous sommes catégoriquement contre l'extension de l'OTAN avec l'ajout de nouveaux membres à l'Est, parce que cela constitue une menace supplémentaire d'extension à proximité de nos frontières. Et ce n'est pas nous qui bougeons vers l'OTAN, mais c'est l'OTAN qui bouge vers nos frontières. Donc, encore une fois, quand on accuse la Russie de s'étendre, c'est illogique. Ce n'est pas nous qui nous approchons des frontières, c'est eux qui s'approchent de nos frontières. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pourquoi est-ce dangereux d'admettre l'Ukraine? Regardez, les pays européens, y compris la France, considèrent que la Crimée, par exemple, fait partie de l'Ukraine. Mais nous considérons que c'est une partie de la Fédération de Russie. Ici, des tentatives sont entreprises pour changer cette situation par la voie militaire, alors que c'est doctrinalement écrit dans les documents par l'Ukraine que la Russie est l'adversaire et que la Crimée doit recourir à la force militaire. Donc ce 5e article de l'OTAN n'a pas été supprimé. Et récemment, le président Biden a rappelé que l'article 5 est important. Ça veut dire que donc il y aura une confrontation militaire entre l'OTAN et la Russie. Est-ce qu'on va se battre avec l'OTAN? Mais c'est la deuxième partie de la question. Et vous voulez vous battre avec la Russie? Demandez à vos lecteurs, aux gens en Russie, demandez si les gens veulent se battre avec la Russie. Mais posez-leur la question. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Donc, notre préoccupation est dictée par le souci de la sécurité européenne. En ce qui concerne le Donbass, les autorités ukrainiennes disent qu'elles ne devront pas respecter les accords de Minsk. Ils disent qu'ils ne le feront jamais parce que ça casserait l'État, la structure de l'État ukrainien. Alors, est-ce qu'ils vont respecter ces accords ou pas? C'est une question. Alors, on parle des garanties de sécurité de notre côté. Et qui va nous apporter des garanties de sécurité? Déjà, 2 fois, les autorités ukrainiennes ont décidé de résoudre la question du Donbass par la voie militaire. Après le premier essai, il y a eu les accords de Minsk, qui ont été validés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils vont respecter ces accords ou pas? Qu'est-ce qu'on doit penser, nous, de ça? 2 fois déjà, ils ont essayé. Et qui garantit qu'il n'y aura pas de 3e fois? Donc ça, ce sont des questions qui ont besoin d'être étudiées en détail, de façon générale. Et je remercie le président d'avoir permis justement que nous discutions encore une fois de ces questions ici à Moscou. Ce sont des questions de sécurité qui ne concernent pas seulement la Russie, mais le monde entier, toute l'Europe. Nos propositions ne parlent pas seulement de l'extension de l'OTAN, mais aussi, c'est le 2e point, c'est le non-déploiement d'armes offensives à nos frontières. Alors si tout le monde veut la paix, et si tout le monde veut la confiance, qu'est-ce qu'il y a de mal ici? Ne pas déployer des armes offensives à proximité de nos frontières. Est-ce que quelqu'un peut me dire en quoi c'est mauvais? Ou si l'OTAN est une organisation pacifique, qu'est-ce qu'il y a de mal alors à revenir à l'infrastructure telle qu'elle était au moment de la conclusion de l'accord de 1997? Voilà. Nous créons les conditions pour des conditions de sécurité. Donc, encore une fois, il y a des obligations sur la politique de la porte ouverte. Mais, encore une fois, ça, c'est aussi une question cruciale pour nous. Et j'ai expliqué pourquoi. Voilà, nous avons parlé de cela pendant presque 6 heures. Et demain, Monsieur le Président sera à Kiev, et nous sommes mis d'accord.
Il m'a en tout cas exposé son plan et je lui suis très reconnaissant d'avoir consacré tant de temps à cela et de chercher une solution qui puisse satisfaire tout le monde. Pour revenir à votre question, je pense que d'abord c'est la responsabilité de la France d'avoir une relation la plus forte possible avec la Russie. Nous sommes deux grands pays européens et du concert des nations, deux puissances dotées, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. La relation bilatérale est importante, à la fois pour que la relation se développe et que sur les grands sujets internationaux, on puisse bâtir des solutions communes. C'est ce que nous essayons de faire sur des questions comme la question iranienne. C'est des choses aussi sur lesquelles nous essayons de trouver des voies de convergence, sur la question comme la Libye ou autre. Nous avons eu des désaccords, nous avons su bâtir parfois des accords et des compromis. Donc pour moi, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est que, et je crois que là-dessus nous nous rejoindrons avec le président Poutine, la Russie est européenne. Qui croit à l'Europe doit savoir travailler avec la Russie et trouver les voies et moyens de construire l'avenir dans l'Europe et avec les Européens. Est-ce que c'est chose aisée? Non. Mais est-ce que l'Europe s'est faite sur des initiatives aisées dont les résultats étaient à effet immédiat? Non plus. Donc est-ce que la tâche a une part d'ingratitude? Oui, résolument. Est-ce que pour autant il convient de l'abandonner? Non. Enfin, je pense que la France, parce que c'est sa vocation, parce qu'il se trouve que c'est son rôle durant ce semestre où nous avons la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, est aussi de porter la voix européenne et de savoir prendre en compte les termes d'une discussion complexe avec un grand voisin comme la Russie, qui est déterminant pour notre sécurité collective, mais aussi porter la voix et les contraintes et les exigences de tous les pays européens. C'est ce que je me suis employé à faire ces derniers jours par une concertation étroite et en essayant ici d'être aussi celui qui peut contribuer à chercher cette voie. Et vous savez, j'ai une conviction simple. Si nous ne discutons pas avec la Russie, est-ce que nous accroissons notre capacité collective à bâtir la paix? Non. À qui laissons-nous la place? À d'autres. Donc je pense que nous avons des désaccords, vous les avez constatés et nous les assumons. Il y a des moments où nous n'arrivons pas à faire avancer les choses, c'est ainsi, et c'est le résultat de ces désaccords. Je pense que nous pouvons aussi, à chaque étape, tâcher de bâtir des compromis. En tout cas, je considère que c'est ma responsabilité. Aussi longtemps que ces compromis préservent nos intérêts et ceux de tous nos partenaires et alliés. C'est la tâche qui est la nôtre. Et donc les jours, semaines qui viennent nous mettent devant cette tâche ardue qui va consister à inventer des solutions nouvelles pour porter ces garanties tout en respectant nos principes fondamentaux et cette relation de voisinage. Notre géographie ne changera pas. Donc nous continuerons. Коммерсант, пожалуйста. Commerçant, allez-y. Доброй ночи. Андрей Bonsoir, Колесников, газета «Коммерсант». Kolesnikov, Commerçant. Ma question est pour le président russe. Monsieur Poutine, comment évaluez-vous les perspectives du règlement au sud-est de l'Ukraine? À votre avis, les accords de Minsk sont-ils toujours en vie? Et la question pour le président français au même sujet. Si je comprends bien, vous avez décidé de passer la nuit à Moscou. C'est demain matin que vous allez vous rendre à Kiev, où vous avez l'intention d'avoir une réunion avec M. Zelensky. Quel sera votre message pour partager à Kiev, compte tenu des déclarations récentes qui viennent de là, par exemple sur le fait que les accords de Minsk s'y sont mis en œuvre, et on sait que la France est un pays garant des accords de Minsk, donc ça va détruire la souveraineté, l'État de l'Ukraine. En ce qui concerne les accords de Minsk, ils sont toujours en vigueur ou pas? Est-ce qu'ils ont une perspective ou pas? Simplement, il n'y a pas d'autre alternative, c'est ce que je considère. Je le répète encore une fois,
À Kiev, ils disent qu'ils vont respecter, après ils disent qu'ils vont les détruire, qu'ils vont pas les respecter parce qu'ils vont détruire le pays. Le président ukrainien a dit récemment qu'aucun des points de l'accord ne le plaisait. Mais que ça plaise ou non, il faut respecter. Il n'y a pas d'autre solution. S'ils ne veulent pas discuter directement avec les représentants du Donbass. Mais pourtant, c'est écrit noir sur blanc. C'est le point numéro 12, le point 9, le point 11 des accords de Minsk. Et ils doivent s'entendre avec les autorités de ces territoires. Ils doivent valider ces points-là avec eux. Sinon, comment ce travail peut se faire? Ce n'est pas possible. Et donc ici, il faut du courage, reconnaître ce qui est écrit et ne pas détourner ce qui est écrit noir sur blanc. Et donc, les autorités actuelles ont remporté les élections sur le fait qu'ils allaient remporter pacifiquement cette bataille. Et j'espère que, enfin, cela va être fait et qu'il y aura une prise de conscience qu'il n'y a pas d'autre solution. Toujours, encore une fois, c'est même Poroshenko. Il est accusé de trahison nationale. On fait allusion au fait qu'il a signé ces accords. Oui, il les a signés. Et alors, tout le pays l'a accepté à l'époque. Ça a été confirmé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Et je n'ai pas plaisanté quand j'ai dit que le temps viendra où nous serons prêts à lui fournir l'asile politique pour des conditions, pour des raisons humanitaires. Humanitaires, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ce que j'avais dit et c'est ce qui se passe. Et maintenant, il fait l'objet de poursuites. Donc tout cela, c'est des choses qui concernent la lutte interne. Et je propose de s'élever au-dessus de cela et de considérer les choses dans une perspective historique, stratégique pour l'Ukraine elle-même. Travailler à sa coopération avec la Russie dans des conditions de stabilité et de paix pour tout le monde, pour tous les acteurs de la scène internationale. Quelques éléments peut-être de réponse, monsieur. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, le président Zelensky est le président d'un pays aux frontières desquels il y a 125 000 soldats russes. Donc, oserais-je dire, ça rend nerveux. Et c'est un fait nouveau de ces derniers mois, ça n'était pas tout à fait la réalité au début de l'année 2021. Donc je veux ici saluer, malgré tout, puisque vous avez ici l'esprit de citer une remarque récente, je trouve que dans le concert des commentaires politiques internationaux, le président Zelensky fait partie de celles et ceux qui ont un grand sang-froid, qu'il faut saluer. La deuxième chose, c'est que quand les accords de Minsk ont été signés, il n'y avait pas cette intensité de présence militaire russe aux frontières. C'est aussi pour ça que c'est pour nous un élément de changement profond. Il ne faudrait pas que ça vienne dénaturer les discussions, les brouiller. Ça fait partie des discussions que nous avons eues avec le président Poutine. Et quand je parle de stabilité puis de désescalade, c'est bien de cela dont il s'agit. Qu'il s'agisse de la frontière russe-biélorusse. Ensuite, de manière très claire, la solution à la crise ukrainienne ne peut être que politique et les bases ne sont que les accords de Minsk. Et le bon format, le format Normandie, où je vous le rappelle, il y a autour de la table l'Ukraine, la Russie, la France, l'Allemagne. Ces accords prévoient une série d'initiatives et de progrès. Ils sont à conduire dans les prochains jours et les prochaines semaines. C'est sur cette base-là que nos conseillers se sont réunis il y a maintenant une dizaine de jours à Paris pour la première fois depuis de longs mois, un communiqué conjoint et une reprise du processus. Il y a des discussions très sensibles sur les questions de statut, d'élection, de modifications constitutionnelles qui sont en cours et qui connaîtront de nouveaux développements dans les heures et les jours qui viennent. C'est dans ce cadre-là que nous pourrons avancer. J'ai eu à plusieurs reprises le président Zelensky avant de venir, j'ai pu le dire au président Poutine lors de notre échange, c'est bien les accords de Minsk qui seuls peuvent prévaloir au règlement de la crise, du conflit russo-ukrainien à ses avancées, et le format Normandie qui l'accompagne. C'est ainsi que nous entendons avancer, et c'est sur cette base que j'aurai demain des échanges avec le président Zelensky. Une question de Valérie Gaz, Radio France Internationale.
Bonsoir, messieurs les présidents. Monsieur le président Macron, avec quelle casquette êtes-vous venu à Moscou aujourd'hui? Parlez-vous au nom de la France ou de tous les Européens? Le chancelier Scholz est actuellement à Washington. N'aurait-il pas mieux valu venir à deux, comme l'avaient fait François Hollande et Angela Merkel en 2015, pour montrer l'unité de l'Europe? Monsieur le président Poutine, Emmanuel Macron est-il pour vous le seul interlocuteur en Europe? Vous avez dit qu'il était un interlocuteur de qualité, ou le considérez-vous comme un intermédiaire pour faire passer des messages à tous les Européens? Et Monsieur Macron, si vous pouvez aussi nous donner la réponse sur la force Wagner qui a été évoquée tout à l'heure, nous donner votre avis sur l'implication de l'État russe. Merci. Ну, я уже сказал по поводу Вагнера. À propos Я сказал, de что Wagner, российское j'ai déjà государство dit, к этому je не dis имеет que никакого l'État отношения. russe n'a aucun Говорит lien совершенно avec cela. ответственным, Je le без dis de всяких façon tout à fait задних мыслей. officielle, responsable sans aucune arrière-pensée. Договариваются их местные власти. Un accord a été conclu entre les autorités maliennes et les compagnies privées. Ils sont satisfaits du travail. L'État russe ici n'y est pour rien. En ce qui concerne la première partie de votre question, encore une fois, je voudrais souligner cela. Je l'ai dit, mais je voudrais bien que vous m'entendiez. Et pensez aussi à ceux qui vont vous lire. Est-ce que vous comprenez ou pas que si l'Ukraine fait partie de l'OTAN et de façon militaire va reprendre la Crimée, les pays européens seront automatiquement impliqués dans un combat dans un conflit militaire avec la Russie. On comprend bien ça. Et on sait bien que la Russie est une des puissances nucléaires ici et que sur ce plan, elle dépasse beaucoup de ses concurrents. Et il n'y aura pas de gagnant dans ce conflit. Vous n'auriez même pas le temps de cligner des yeux. Et voilà, le président ne veut pas non plus cette évolution. Et moi non plus, je ne la veux pas. Je ne le veux pas. Et c'est pour ça qu'il est ici présent et que depuis 6 heures, il me torture avec ses questions, avec ses propositions de solutions. Mais je considère que c'est une mission tout à fait noble et je lui suis je le remercie d'avoir entrepris ces démarches pour trouver un compromis et de considérer les propositions que nous avons envoyées à Washington, à l'OTAN. Aucun des points que nous considérons comme non exécutables. Il y a des questions courantes, par exemple sur la situation dans le Donbass. La Russie, le président l'a dit, la Russie organise des exercices militaires, etc. Et il y a ces 120 000 hommes qui sont concentrés, etc. Dans le Donbass, c'est pareil. Donc 2 fois, ils ont essayé militairement de le faire dans le Donbass. Et ils ne l'ont pas caché d'ailleurs. Ils ont utilisé le matériel militaire, l'aviation militaire. Et qui va nous donner des garanties que ce ne sera pas une agression contre nous? Donc cela nous préoccupe. Donc tout cela est complexe. C'est un ensemble de points qui sont intriqués les uns avec les autres, mais j'espère que demain, Monsieur le Président, et je comprends bien que ce ne sera pas facile, ce sont des questions difficiles, mais nous sommes mis d'accord sur le fait qu'après ces consultations avec les autorités ukrainiennes, il me donnera un retour sur ce que les autorités ukrainiennes considèrent comme acceptable aujourd'hui ou pas, comment on peut continuer à discuter, comment on peut avancer. Quelques remarques. D'abord, je veux vous rassurer, nous avons une coordination très étroite avec le chancelier Scholz, que j'ai été visité à Berlin la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, et avec lequel j'ai échangé à plusieurs reprises depuis. Et nous aurons une coordination dès notre retour et de Washington et de Moscou. De la même manière qu'en tant que président du Conseil de l'Union européenne pour ce semestre, j'ai pu échanger avec l'ensemble de mes collègues qui sont les plus exposés à cette situation et qui ont des préoccupations ou des voix fortes sur ce sujet. Et ces derniers jours ont été d'ailleurs marqués par toutes ces consultations, y compris d'ailleurs avec
britanniques et américains à 2 reprises. Donc les consultations sont extrêmement intenses. Le chancelier, lui, viendra la semaine prochaine. Parce que ce que je fais aujourd'hui est très différent des situations que nous avons pu connaître, et en 2008 et en 2014. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre chaude, comme il y a eu en Géorgie ou en Ukraine. Nous sommes dans une situation de tension extrême, à un niveau d'incandescence que l'Europe a rarement connu ces dernières décennies, dont vous avez compris que c'est essentiellement un sujet entre Russie et OTAN et au fond sur notre sécurité collective. C'est donc un processus que nous entamons. Mais c'est profondément différent des situations auxquelles vous faites référence. C'est pourquoi nous allons continuer d'abord cette concertation très étroite, mais sur la base de l'échange que nous avons eu aujourd'hui, nous allons aussi avancer, essayer d'enclencher un mécanisme nouveau. À situation nouvelle, réponse forcément différente. Sur Wagner, la réponse du président est claire. La France ne connaît que les États et la lutte contre le terrorisme. Et donc, nous prenons nos décisions au regard de nos relations avec des États souverains, avec un agenda qui est la lutte contre le terrorisme et en étroite coordination avec la région, en l'espèce la CEDEAO et l'Union africaine. C'est ce que nous continuons de concerter, ce sur quoi nous trancherons. РИА Новости, пожалуйста. RIA Novosti, allez-y. Добрый вечер, РИА Новости, Елена Глушакова. Bonsoir, RIA Если Novosti, позволите, я бы Elena хотела Glушакova. вернуться к Si vous теме permettez, je гарантии voudrais revenir au безопасности. sujet Вы о des ней garanties упоминали, de la но sécurité. общее Vous l'avez впечатление évoqué, mais nous складывается, avons une impression générale qu'après la situation où l'OTAN et le Washington ont répondu à cette question, cette question reste sous silence. Monsieur Macron, à votre avis, pour les Européens, les garanties à la Russie, c'est un sujet fermé et voyez-vous des moyens de résoudre ce problème? Monsieur Poutine, je voudrais préciser, la Russie a eu la réponse, qu'allez-vous faire ensuite? Je voudrais aussi revenir à vos paroles. Vous avez dit l'un des arguments de nos partenaires concernant l'Alliance, concernant le caractère pacifique de l'Alliance. Je vous rappelle que ce n'est pas une organisation militaire de l'OTAN, mais l'organisation politique. Et un autre argument selon lequel les décisions sont prises par le consensus au sein de l'OTAN, si un nombre de pays membres sont contre l'adhésion de l'Ukraine, ce n'aura pas lieu. Que pourriez-vous dire de vos préoccupations là-dessus? En ce qui concerne le caractère militaire ou non militaire de cette organisation, je l'ai déjà dit ici, il y a le bombardement de Belgrade, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, etc. Comment? Ce n'est pas militaire. Mais si, c'est complètement militaire. À propos du fait que certains pays peuvent être contre l'adhésion de l'Ukraine ou de la Géorgie dans l'organisation. Nous le savons, nous l'avons entendu souvent. Et donc j'ai une question. Si c'est comme ça, pourquoi ces pays, en 2008, ont signé à Bucarest un document qui fait que les portes sont ouvertes à ces pays au sein de l'organisation? Et même de manière générale, ça fait 30 ans que nous cherchons à convaincre de ne pas faire telle chose, première chose, deuxième chose, troisième chose. Et nos préoccupations sont complètement ignorées, passées sous silence. Oui, Monsieur le Président, au cours de notre discussion, il ne va pas être fâché contre moi, il a dit vous-même, vous avez enfreint l'intégrité territoriale. Donc, il y avait eu en 1975 l'acte final qui avait été adopté. En 2010, il y avait l'acte d'Astana. C'est-à-dire que la sécurité d'un pays ne doit pas se faire dépendre de l'autre sécurité d'un autre pays. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Est-ce que nous avons fait d'autres opérations en 2014 en Crimée? Nous n'avons jamais fait ça. Dans aucun pays, nous n'avions même pas en tête cela. Et pourquoi les pays occidentaux ont soutenu ce coup d'État? La source du pouvoir
en Ukraine, c'est un coup d'État depuis ce moment-là, et non pas la volonté du peuple. Oui, ensuite, il y a eu des élections, des réélections, mais à l'origine, ce pouvoir est issu d'un coup de force. Du sang a coulé. Et par conséquent, dans ces conditions, nous étions obligés de défendre les personnes qui, en Crimée, vivent sur place et ont fait appel à nous. Pourquoi vous les avez mis dans cette situation? En 2014, des représentants de plusieurs pays, de pays européens, sont venus apposer leur signature en tant que pays garant pour le processus. 3 jours après, par la force, le pouvoir a été conquis. Ils ne respectent rien et ils nous demandent de respecter les accords. Écoutez, ça ne marche pas comme ça. Ce jeu dans le bac à sable, ça ne nous plaît pas. Donc, si vous êtes d'accord, il y a ce qu'il y a aujourd'hui. À partir de là, il faut trouver une solution, il faut chercher. Et c'est ce que nous avons fait pendant plusieurs heures. Et nous avons l'intention de poursuivre ce travail. Qu'est-ce que nous allons faire plus tard? Là, nous allons préparer une réponse aux documents que nous avons reçus de Bruxelles et de Washington. J'ai informé dans les grandes lignes le président. Nous allons envoyer cette réponse à Washington et à Bruxelles. Il y a effectivement des points qu'on peut discuter. Ils sont secondaires, mais en tout cas, on peut en parler. Sur les questions cruciales, nous n'avons pas de réponse. Mais sur les réponses que nous avons reçues, nos partenaires nous demandent de ne pas publier leurs réponses. Reconnaissez-les, c'est un peu curieux quand même de ne pas pouvoir. Pourquoi ils ne veulent pas l'exposer? Mais je ne vais pas révéler chaque point, mais sur les points clés, c'est-à-dire la non-extension de l'ETAN, le non-déploiement d'armes offensives à nos frontières et le retour au statu quo de 1997, il y a ces différents points. Il n'y a même pas de réponse à cela. Non, oui ou non. Comme si nous n'avions même pas posé ces questions. Et ils ont contourné tout le reste. Il y a quelques clichés politiques et des propositions sur des points qui sont secondaires. Je ne considère pas que le dialogue est terminé. Nous allons rédiger des réponses. Nous allons les envoyer à Washington et à Bruxelles. Le président a été informé de la teneur de notre position. Le propos introductif du président, comme sa réponse, montre les désaccords qu'il y a, les malentendus, et la lecture des dernières décennies qui n'est pas aujourd'hui partagée entre les alliés de l'OTAN et la Russie. C'est un état de fait. Parce que cette charte qu'on évoque depuis tout à l'heure, cette charte de Paris, le texte de l'OSCE, met aussi très clairement noir sur blanc le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, des droits de l'homme, des principes qui ont aussi été violés, pas par l'OTAN. Bon. Donc la situation est là. Et il est évident que ni l'OTAN ni les États-Unis d'Amérique ne vont donner droit à toutes les demandes qui ont été faites par la Russie dans un contexte de très forte pression militaire, comme je l'évoquais tout à l'heure, aux frontières de l'Ukraine, et avec chaque jour des nouvelles qui sortent pour dire qu'une attaque va être lancée. J'ai entendu les propos du président, sa volonté d'avancer sur un règlement politique. Mais la situation est là, celle d'une grande tension. Donc, trouver un accord et construire une solution politique, ça ne veut pas dire on est d'accord sur tout, circuler. Il y a un processus qui a été entamé. Est-ce que l'échange de lettres est un processus qui permet, sur des sujets aussi complexes, de régler les choses? Je pense qu'il trouvera à un moment donné ses limites. Est-ce que la seule question de l'OTAN permet de régler tout? Je ne crois pas non plus. Elle est essentielle. Je pense qu'il y a d'autres sujets de fond pour bâtir nos garanties, nos sécurités collectives. Ça a été le fruit de nos discussions d'aujourd'hui. Et donc, ma conviction, c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'un réengagement collectif, celui de la Russie, celui des États-Unis d'Amérique dont je me félicite, celui des Européens et de l'ensemble des alliés, pour concrètement, d'abord essayer au maximum de lever les malentendus du passé, parce qu'il y en a, de revenir sur nos traumatismes qui ne sont aujourd'hui en train de revenir et de créer au fond des lectures complètement orthogonales de ce qu'est l'Europe des 30 dernières années, mais surtout de bâtir des solutions utiles. Donc moi, la priorité, si je peux être très clair avec vous,
c'est la stabilité de la situation sur le plan militaire à court terme, qu'il n'y ait aucune provocation ou escalade. C'est le principal objet de ma visite, ici et demain à Kiev. Sur cette base, c'est que le dialogue qui a été noué avec l'ensemble des parties prenantes, OTAN, États-Unis d'Amérique, Européens, se poursuive pour bâtir au fond des solutions de court et de moyen terme. Avec quel objectif? La sécurité de tous. Il n'y a pas de sécurité pour les Européens s'il n'y a pas de sécurité pour la Russie. Mais ce que j'entends là, c'est ce que j'ai entendu hier en parlant à mes collègues en Lettonie, en Estonie, en Lituanie, en Pologne ou ailleurs. Ils ont les mêmes craintes. Et ils ont le sentiment aussi que les mêmes accords avaient été violés, qu'on leur avait promis qu'il n'y aurait pas de déploiement, qu'il y a eu des déploiements. Donc, il nous faut des processus de transparence, de désescalade. Il nous faut rebâtir ces solutions concrètes, ensemble. Parce que nous vivons de part et d'autre de frontières communes et partagées. Et donc, les prochaines semaines doivent être consacrées à cela, et en même temps, aussi à notre capacité à bâtir cette sécurité en respectant pleinement la souveraineté et l'indépendance de plusieurs États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'OTAN, mais qui sont pour autant dans la région. Je pense à la Biélorussie, je pense à l'Ukraine évidemment, je pense à la Géorgie, je pense à la Moldavie, qui sont des États dont l'indépendance, la souveraineté doit être aussi pleinement respectée, car celle-ci participe de notre sécurité collective. Et donc il faut bâtir les termes de celle-ci. Sur l'Ukraine, on en connaît le cadre, ce sont les accords de Minsk et le processus de Normandie, mais sur tout le reste, il faut avoir un débat extrêmement franc et transparent. Stabilité, création des conditions de confiance pour aller vers une désescalade, ce qui suppose de construire les termes nouveaux sur la base de nos valeurs et de ce que nous avons acté il y a 30 ans, mais en regardant aujourd'hui nos désaccords et la situation, mais bâtir des solutions nouvelles tous ensemble pour cette sécurité, cette stabilité collective. Nous avons esquissé quelques pistes dans notre tête-à-tête avec le président Poutine. Je vais m'employer, essayer de tirer celle-ci. Je sais que lui aussi s'emploiera à travers les réponses qu'il fera à l'OTAN, aux États-Unis d'Amérique, à poursuivre ses propres solutions. Mais par l'intensification de ces dialogues, le fait que nous nous reparlerons dans quelques jours, que nous apprécierons d'ailleurs des nouvelles initiatives à prendre, ensemble, et avec toutes les parties prenantes considérées, je suis sûr que nous arriverons à un résultat. Il n'est pas aisé, mais j'en suis sûr. Спасибо, коллеги. Merci. Спасибо. Merci beaucoup. Спасибо. Je vais par là.